Salut les esprits curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'une des idées les plus insidieuses de notre époque, une idée qui t'affecte probablement directement chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Une idée qui se part d'opportunités, mais qui cache une prison. T'es-tu déjà demandé pourquoi, peu importe ce que tu accomplis, tu ressens une pression constante d'en faire toujours plus, d'être toujours plus? C'est une course sans fin, une roue de hamster glorifiée qu'on nous vend comme le chemin vers l'épanouissement. Mais et si je te disais que le but est une illusion? La question que nous devons nous poser est brutalement simple. L'auto-exploitation, cet acte de nous presser jusqu'à la dernière goutte d'énergie, est-elle l'ingrédient secret du bonheur et du succès qu'on nous vante? La réponse pourrait bien changer la façon dont tu perçois ta propre vie et tes ambitions. Pour comprendre ce piège, nous devons d'abord nommer l'architecte. Le philosophe Byung-Chul Han l'appelle la société de la performance. Une société où il n'y a plus de chef externe qui nous exploite, mais où nous sommes devenus nos propres bourreaux. La devise de cette nouvelle ère est « Tu peux le faire ». Ça sonne inspirant, n'est-ce pas? Mais ce simple slogan cache un mécanisme pervers. Il reporte toute la responsabilité du système sur tes épaules. Si tu échoues, ce n'est pas le système qui est défaillant, c'est toi qui n'as pas fourni assez d'efforts. Ainsi, nous cessons d'être des sujets opprimés pour devenir des projets d'optimisation. Nous nous gérons nous-mêmes comme si nous étions une entreprise. Ta vie se transforme en un business qui doit maximiser ses profits, où le profit est la validation externe et la productivité constante. Cette auto-exploitation est bien plus efficace que l'exploitation traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'accompagne d'un sentiment de liberté. Personne ne t'oblige, tu choisis de travailler tard, tu choisis de sauter ta pause. Tu le fais au nom de tes rêves, de ta passion. Le problème, c'est que cette liberté est une illusion. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Tu es libre de manger toutes les poules que tu veux, mais tu n'es pas libre de sortir du poulailler. Tu es libre de t'exploiter, mais pas d'arrêter la roue de la productivité. C'est ici qu'intervient le concept de hustle culture, que l'on peut traduire par la culture de la frénésie ou de l'effort incessant. C'est la glorification de l'épuisement. On nous présente des images d'entrepreneurs qui dorment 4 heures et travaillent sans arrêt, et ils sont célébrés comme des héros. Les réseaux sociaux sont le principal porte-voix de cette narration. Nous y voyons des vies parfaitement scénarisées, remplies de réussites, de voyages et de succès matériels. Cela crée une pression sociale immense pour projeter une image similaire, pour démontrer constamment que nous sommes productifs et performants. Chaque like, chaque commentaire d'admiration agit comme une petite dose de dopamine, une récompense chimique qui nous rend accros à ce cycle. Nous cherchons la validation externe comme preuve de notre valeur, confondant la visibilité avec le vrai bonheur. Le résultat inévitable de cette pression constante est le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel. Un état d'épuisement physique, mental et émotionnel. Mais dans la société de la performance, le burn-out n'est pas perçu comme une conséquence logique du système, mais comme un échec personnel. Tu te dis que tu n'as pas été assez fort, que tu n'as pas su gérer ton stress. La honte et la culpabilité s'ajoutent à l'épuisement, créant une spirale descendante. Le système se protège en faisant en sorte que la victime se sente coupable de sa propre condition. Des chercheurs en santé mentale ont montré que les taux d'anxiété et de dépression ont explosé au cours des dernières décennies, particulièrement chez les jeunes. C'est directement lié à la pression de la performance et à la comparaison sociale constante que favorisent les plateformes numériques. Nous sommes devenus ce que le sociologue Zygmunt Bauman a appelé une société de confession. Nous exposons volontairement nos vies, nos réussites et même nos combats, transformant l'existence elle-même en un spectacle pour la consommation des autres. La vie privée est sacrifiée sur l'autel de la visibilité. Le langage que nous utilisons révèle cette mentalité. Nous parlons d'investir en soi, d'optimiser son temps, de gérer ses émotions. Ce langage, emprunté au monde de l'entreprise, réduit la complexité de l'expérience humaine à une série de métriques et d'objectifs. Le repos dans ce paradigme n'est plus un droit ou une nécessité, mais un outil pour une productivité accrue. Nous nous reposons non par plaisir de nous reposer, mais pour pouvoir être plus performants demain. L'inactivité est assimilée à l'échec, à la paresse, qui est le péché capital de cette société. Pense-y un instant, même nos passe-temps sont devenus des side hustles, ce que l'on peut traduire par des activités parallèles lucratives. La monétisation de chaque aspect de la vie, ce que nous faisions autrefois par pur plaisir, doit désormais avoir un retour sur investissement. Cela nous mène à un état d'aliénation profonde, un concept philosophique qui signifie se sentir séparé ou étranger à quelque chose. Nous nous aliénons de notre travail, qui n'est plus une expression de nous-mêmes, mais une obligation. Et le plus grave, nous nous aliénons de nous-mêmes. Nous perdons contact avec nos vrais besoins, désirs et limites. Le corps et l'esprit envoient des signaux d'épuisement, mais nous les ignorons car nous avons intériorisé le mandat selon lequel nous devons avancer à tout prix. Le moi authentique est réduit au silence par le moi entrepreneur.
Le bonheur dans ce contexte est redéfini. Ce n'est plus un état de bien-être ou de paix intérieure, mais l'émotion fugace d'atteindre un objectif, de recevoir une validation, d'acheter le prochain produit qui promet de nous optimiser. C'est un bonheur addictif et toujours insatisfaisant. Or, le système est brillant dans sa conception parce qu'il s'auto-perpétue. Quand tu te sens malheureux ou anxieux de ne pas répondre aux attentes, la solution que t'offre le système lui-même est, ironiquement, plus de la même chose. Plus de cours, plus de livres de développement personnel, plus de technologie pour être plus productif. Nous consommons des solutions individuelles pour des problèmes qui sont structurels et collectifs. Nous achetons une application de méditation pour gérer le stress causé par un environnement de travail toxique, au lieu de questionner l'environnement lui-même. C'est un pansement qui ne guérit jamais la plaie. Le piège est subtil. Il n'utilise pas la force, il utilise la séduction. Il nous séduit avec la promesse que nous pouvons être ce que nous voulons, que le pouvoir est entre nos mains. Et en acceptant cette promesse, nous acceptons aussi la faute totale de nos échecs, libérant le système de toute responsabilité. Cela crée une société d'individus épuisés, anxieux et isolés, se faisant concurrence dans une course dont le prix est, simplement, le droit de continuer à courir un peu plus. Nous devenons dociles et contrôlables parce que nous sommes trop fatigués pour remettre en question les règles du jeu. Le succès devient une mesure comparative. Il ne s'agit pas d'être bien, mais d'être meilleur que les autres. Cette compétition constante érode la solidarité et l'empathie. Nous voyons les autres non comme des compagnons, mais comme des concurrents dans la grande olympiade de la performance. Cette logique s'infiltre même dans nos relations personnelles. Le réseautage ou la création de réseaux de contacts instrumentalise souvent l'amitié. Les gens deviennent des ressources, des tremplins que nous pouvons utiliser pour progresser dans notre propre carrière. Nous avons oublié comment nous ennuyer. L'ennui, qui selon des philosophes comme Walter Benjamin est le berceau de l'expérience et de la créativité, a été éradiqué. Chaque seconde d'inactivité est remplie d'un podcast, d'une vidéo, d'un article sur la façon d'être plus efficace. Le silence et la contemplation sont devenus inconfortables, car à ces moments-là, la voix de notre épuisement pourrait se faire entendre. Il est plus facile de rester occupé, de continuer à produire, de continuer à consommer pour ne pas avoir à affronter le vide que ce système génère en nous. Ce qui est vraiment fascinant, c'est comment le système a coopté même les mouvements de résistance. La pleine conscience, qui est une pratique issue de traditions spirituelles visant à la libération de la souffrance, a été emballée et vendue comme un outil pour améliorer la concentration et la performance au travail. Nous ne méditons pas pour être libres, nous méditons pour être de meilleurs travailleurs. La spiritualité devient un autre produit d'optimisation personnelle. C'est la capacité du système à absorber et neutraliser toute critique, la transformant en une nouvelle opportunité d'affaires. Pensons à l'idée de détox numérique. Elle nous est vendue comme un moyen de retrouver notre bien-être, mais souvent, ce n'est qu'une pause pour recharger les batteries et retourner à la course avec plus d'énergie. Cela ne remet pas en question notre dépendance à la technologie. Cela ne fait que la gérer. Alors, quel est le secret le plus sombre de tout ce manège? Le véritable rebondissement de l'intrigue. Le système ne veut pas que tu atteignes le succès et le bonheur. Non, pas du tout. Le système a besoin que tu te sentes perpétuellement insatisfait, qu'il te manque toujours quelque chose. Parce qu'une personne satisfaite, une personne réellement heureuse et en paix, cesse d'être un bon consommateur. Une personne qui se sent complète n'a pas besoin du prochain gadget, du prochain cours, de la prochaine validation. L'insatisfaction est le carburant qui fait tourner le moteur. L'auto-exploitation n'est pas le chemin vers le bonheur. L'auto-exploitation est le produit que nous consommons pendant que nous courons après un bonheur conçu pour être inatteignable. Nous nous vendons l'idée de liberté tout en resserrant nos propres chaînes. Reconnaître ce piège est le premier pas pour en sortir. Il ne s'agit pas de devenir paresseux ou d'abandonner toutes ses ambitions. Il s'agit d'un acte radical d'autodéfinition. Il s'agit d'arracher au système le pouvoir de définir ce que signifie pour toi une vie réussie. Cela signifie apprendre à se reposer sans culpabilité, à profiter du temps libre sans sentir que tu perds ton temps, à chercher la validation en toi-même et dans tes relations significatives, non dans les indicateurs de vanité d'un écran. Cela signifie établir des limites claires entre le travail et la vie. Retrouver tes passe-temps pour le simple plaisir de les faire. Célébrer le processus au lieu de t'obséder uniquement avec le résultat. Cela signifie, en essence, te traiter avec la compassion que le système te refuse. La véritable rébellion dans la société de la performance n'est pas de travailler plus dur. C'est oser travailler moins, vivre plus. C'est un acte de bravoure de dire « ça suffit ». Assez de travail, assez de pression, assez d'auto-exigence. La prochaine fois que tu sentiras la tentation de te comparer à quelqu'un sur Internet, rappelle-toi l'illusion. Derrière cette image de succès parfait, il peut y avoir une personne aussi épuisée et anxieuse que n'importe qui. La façade fait partie du mécanisme de contrôle social. Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas seulement une lutte individuelle.
c'est un problème collectif. En parler avec des amis, des membres de ta famille et des collègues aide à briser le tabou et l'isolement. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans ton épuisement. Remettre en question la culture du travail de ton environnement, plaider pour des horaires plus sains et pour le droit à la déconnexion sont de petits actes de résistance qui, ensemble, peuvent générer un changement réel et significatif dans la société. L'ironie finale est que la véritable productivité, la créativité et l'innovation ne naissent pas de l'épuisement, mais du repos, du jeu, de l'esprit qui a de l'espace pour divaguer et connecter des idées de manière nouvelle. Le système, dans sa quête d'efficacité, se sabote lui-même. Redéfinir le succès peut signifier valoriser la santé mentale au-delà d'une augmentation de salaire. Cela peut être choisir de passer du temps avec tes proches au lieu d'accepter un projet supplémentaire. C'est un choix personnel, mais avec de profondes implications politiques et sociales. Nous ne te proposons pas de solution magique. Prendre conscience du piège ne t'en sort pas automatiquement. Mais cela te donne une carte. Cela te permet de le naviguer avec plus d'intention, en reconnaissant les pressions et en prenant des décisions plus alignées avec ton bien-être réel. L'auto-exploitation se part d'auto-réalisation. C'est le loup déguisé en agneau. Elle nous promet le contrôle total sur nos vies, mais ne fait que nous rendre esclaves d'une version idéalisée et inaccessible de nous-mêmes. Une version qui est toujours dans le futur, jamais dans le présent. L'antidote est l'auto-acceptation radicale. Accepter tes limites, tes imperfections, tes jours de faible énergie. Comprendre que ta valeur en tant qu'être humain ne réside pas dans ta capacité à produire, mais simplement dans ton existence. Tu es précieux pour ce que tu es, non pour ce que tu fais. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette piqûre de culpabilité en te reposant ou cette anxiété de ne pas en faire assez, arrête-toi, respire et rappelle-toi le piège. N'y tombe pas. Ta vie est bien plus qu'une liste de choses à faire ou un profil de réussite. La société de la performance nous voit comme des ressources humaines. Le mot « ressources » implique que nous sommes extractibles, utilisables et, en fin de compte, jetables une fois que notre performance décline. C'est une vision déshumanisante de notre existence. Nous devons récupérer le langage. Nous ne sommes pas des ressources, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas en train de gérer notre capital humain, nous vivons nos vies. Changer les mots est le premier pas pour changer la mentalité qui nous emprisonne. Voyons le rôle de l'optimisme. La positivité toxique est un outil clé dans ce système. L'obligation d'être toujours optimiste et de voir le bon côté des choses, ni la légitimité d'émotions comme la tristesse, la colère ou la frustration qui sont des réponses valides à l'épuisement. Quand on te dit de n'avoir que de bonnes pensées, on te fait taire. On t'empêche de critiquer les conditions qui te causent du mal-être. C'est une forme de contrôle social qui se déguise en conseil bien intentionné. La véritable santé mentale n'est pas l'absence d'émotions négatives. C'est la capacité de les ressentir, de les traiter et d'y répondre d'une manière saine, ce qui implique souvent de reconnaître que quelque chose dans notre environnement doit changer urgemment. Le système nous fragmente. Il nous divise en rôles. Tu es un travailleur, un parent, un consommateur, un utilisateur de réseaux sociaux. Chaque rôle avec son propre ensemble d'attentes de performance. Cette fragmentation nous empêche de nous sentir comme un être humain complet et intégré. La lutte pour l'intégrité, pour unir toutes ces pièces en un tout cohérent, est un acte de résistance. Cela signifie permettre que tes valeurs en tant que personne influencent tes décisions en tant que travailleur et vice-versa. C'est refuser d'être seulement une fonction. Considérons le concept de passion. On nous dit que si nous trouvons notre passion, nous n'aurons jamais l'impression de travailler. Cette idée, bien que romantique, est dangereuse. Elle permet de justifier des conditions de travail précaires et l'auto-exploitation au nom de l'amour pour ce que nous faisons. Il est possible d'aimer ton travail, mais cela n'élimine pas la nécessité d'avoir des limites, un salaire juste et du temps pour le repos. La passion ne devrait pas être une excuse pour l'exploitation, qu'elle soit imposée par d'autres ou par nous-mêmes. L'avenir du travail et du bien-être dépend de notre capacité à remettre en question ces narratifs, de commencer à construire une nouvelle culture où le succès se mesure par la qualité de vie, la santé mentale et la force de nos communautés, non seulement par la productivité et la croissance économique. Cette nouvelle culture valoriserait la collaboration au-dessus de la concurrence. Elle comprendrait que le bien-être de l'un est intrinsèquement lié au bien-être de tous. Ce serait une société du soin, non une société de la performance. Cela peut sembler utopique, mais chaque changement social important a commencé par une idée qui défiait le statu quo, c'est-à-dire l'état actuel des choses. Le premier pas est d'imaginer qu'un autre mode de vie est possible. Le pouvoir de ce système réside dans son invisibilité, dans sa capacité à se présenter comme l'ordre naturel des choses. En le rendant visible, en le nommant et en l'analysant, nous lui retirons une grande partie de son pouvoir sur nous. La connaissance est une forme de libération. Comprendre les mécanismes psychologiques et sociologiques qui nous poussent à l'auto-exploitation nous donne la capacité de choisir différemment.
Cela nous redonne le pouvoir de décision sur nos propres vies. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie ou le progrès. Il s'agit de les mettre à notre service et non l'inverse. La technologie devrait nous donner plus de temps libre, non le remplir de plus de travail et de plus d'anxiété. Elle devrait être un outil pour le bien-être, non pour la surveillance. Une méta-analyse de décennies d'études sur la productivité, qui est un type de recherche combinant les résultats de multiples études scientifiques, démontre que travailler plus d'heures n'équivaut pas à un meilleur résultat. En fait, après un certain point, la productivité diminue drastiquement. La croyance qu'un effort accru est toujours meilleur est un mythe. Un mythe qui profite à ceux qui tirent profit de notre épuisement, mais qui nuit à notre santé, à nos relations et paradoxalement à la qualité de notre propre travail. La société de la performance nous entraîne à vivre dans un état d'urgence constant. Tout est pour hier. Cette hâte artificielle nous empêche de penser à long terme, de réfléchir profondément ou simplement d'être présent dans l'instant. Retrouver un rythme de vie plus lent et humain est un acte révolutionnaire. C'est choisir la profondeur plutôt que la vitesse, la qualité plutôt que la quantité. C'est un défi direct à la logique d'un système qui nous veut toujours accélérer et distrait. Le piège de l'auto-exploitation se nourrit aussi de la précarité économique. Pour beaucoup de gens, travailler en excès n'est pas un choix pour atteindre un idéal de succès, mais une nécessité pour survivre. Cela ajoute une couche de complexité et d'urgence au problème. C'est pourquoi la solution ne peut pas être uniquement individuelle. Elle requiert des changements structurels, des politiques qui garantissent la sécurité économique, des droits du travail solides et un filet de sécurité sociale qui nous permettent de vivre dignement sans avoir à vendre notre âme. Tandis que nous luttons pour ces changements, notre tâche au niveau personnel est de créer des foyers de résistance. Construire des vies et des communautés qui opèrent, dans la mesure du possible, selon une logique différente. Une logique de suffisance, de soins et de connexion humaine. Le bonheur qu'on nous vend est un produit standardisé, un paquet préfabriqué de réalisation et de possession. Mais le bonheur authentique est artisanal. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit construire de ses propres mains, en utilisant les matériaux de sa propre vie. Peut-être que le vrai succès n'est pas de gravir la pyramide, mais de la quitter complètement et de suivre notre propre chemin. Un chemin qui peut ne pas être aussi glamour, mais qui est honnête, durable et surtout le nôtre. La peur du jugement des autres, la peur d'être perçu comme paresseux ou comme un échec est l'un des barreaux les plus solides de cette cage invisible. Surmonter cette peur est la clé de notre libération. Souviens-toi, ta valeur n'est pas dans ton CV, ta valeur est inhérente. Tu n'as pas besoin de la prouver, de la gagner, ni de l'optimiser. Tu as simplement besoin de la reconnaître et de la protéger d'un monde qui tentera de te convaincre du contraire. Le système nous veut isolés en compétition les uns avec les autres. C'est pourquoi la connexion authentique est un acte de sabotage. Chaque fois que tu collabores, que tu demandes de l'aide, que tu offres un soutien inconditionnel, tu hacks le système de l'intérieur. L'optimisme aveugle nous affaiblit, mais l'espoir est différent. L'espoir n'est pas la croyance que tout ira bien, mais la conviction que ce que nous faisons a du sens, peu importe le résultat. L'espoir est le moteur de la résistance. L'objectif n'est pas d'atteindre un état de bonheur permanent, c'est une autre illusion. L'objectif est de construire une vie suffisamment robuste et flexible pour accueillir tout le spectre de l'expérience humaine, de la joie à la douleur. Ainsi, au final, la question n'est pas de savoir comment nous pouvons être plus performants selon les termes de la société. La question est de savoir comment nous pouvons être plus libres. Et la liberté commence avec la conscience. L'auto-exploitation déguisée en ambition et en passion est la maladie de notre temps. Mais le remède n'est pas dans une nouvelle application ou dans un livre de productivité. Le remède est dans une rébellion silencieuse, dans la courageuse décision de vivre d'une manière plus humaine. Il ne s'agit pas d'abandonner tes rêves. Il s'agit de t'assurer que les rêves que tu poursuis sont réellement les tiens et non ceux qu'on t'a implantés pour te maintenir à courir dans la roue. En conclusion, nous avons vu comment la société de la performance nous pousse à une auto-exploitation volontaire, la vendant comme le chemin vers le succès. C'est un piège qui génère épuisement et anxiété tout en nous faisant sentir coupables pour cela. La clé est de reconnaître que l'insatisfaction est le carburant du système. En apprenant à définir notre propre succès, à se reposer sans culpabilité et à valoriser notre bien-être au-dessus de la productivité, nous commençons à démanteler cette prison invisible, pièce par pièce. C'est un chemin difficile et à contre-courant, mais c'est le chemin vers une vie plus authentique, connectée et, en fin de compte, plus libre. Le choix, comme toujours, réside en chacun de nous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette profonde réflexion. Nous espérons que ces idées te serviront de boussole dans un monde qui essaie souvent de nous désorienter. Ton temps et ton attention sont incroyablement précieux. Si ce message a résonné en toi, la meilleure façon de soutenir notre travail est de t'abonner à notre chaîne. Chaque abonnement nous aide à continuer de créer du contenu qui défie les narratifs dominants. Nous serions ravis de lire ta perspective dans les commentaires.
T'es-tu senti piégé dans la roue de la performance? Quelle stratégie as-tu trouvée pour protéger ton bien-être? Ton expérience enrichit toute cette communauté. Souviens-toi, questionner est le premier pas pour changer. N'accepte pas la réalité qu'on te présente sans l'analyser au préalable. Continue de penser, continue de douter, continue de chercher ta propre vérité. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prends soin de ton esprit, valorise ton temps et ose définir la vie selon tes propres termes. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour dévoiler plus de secrets de notre société et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons changer la conversation. Maintenant, c'est à ton tour. Descends dans les commentaires et dis-nous ce que tu en penses. L'auto-exploitation est-elle un choix ou une imposition du système? Nous voulons ton avis.